1h-5, donc la dernière partie de la grande table. Caroline. Avec Achille Mbembe, bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud et vous enseignez également au département des études romanes de Duke University aux États-Unis. Vous publiez Critique de la raison nègre à la découverte. C'est un essai poétique et politique, tant dans sa forme que dans le fond, à la fois extrêmement profond, extrêmement dense, captivant. Un grand essai, comme on dit, un grand roman. Voilà. Alors, une fois les choses dites, il va falloir développer, si vous le voulez bien. Et pour vous interroger à nos côtés, nous avons proposé à Mathieu Potbonneville de venir. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un philosophe. Alors, Achille Mbembe, c'est un essai qui part d'une question. Comment penser la différence et la vie, le semblable et le dissemblable, l'excédent et l'en commun. C'est une réflexion critique sur notre monde contemporain, sur la difficulté de notre monde contemporain. Et pour mener cette réflexion, vous vous appuyez sur l'histoire et vous vous appuyez sur une figure, donc, qui est celle de nègre. En quoi cette figure, il faut quand même dire que le nègre, pour vous, c'est l'humanité subalterne, ou vous l'appelez encore cet être pris par les autres. C'est très joli. En quoi donc cette figure du nègre est-elle utile pour penser le contemporain ? Elle est utile parce que, historiquement, elle a représenté cette limite, cette frontière où se joue la fongibilité de l'humain et de la chose. Dans l'histoire du capitalisme, le nègre représente la figure de l'humain qui devient une marchandise. Et il me semble que cette pulsion au cœur du capitalisme explique, disons, une partie des logiques auxquelles nous assistons en cet âge dit néolibéral, âge au cours duquel la fongibilité de l'humain et de la chose, cette fongibilité n'a jamais été aussi manifeste. Oui, vous parlez de la fongibilité de l'humain et de la chose, comme vous parlez d'une fusion du capitalisme et de l'animisme. Alors, il faut quand même expliquer, si vous le voulez bien, Achille Mbembe, ce que vous appelez le devenir nègre du monde. Vous dites, c'est la première fois dans l'histoire humaine que le non-nègre ne renvoie plus seulement à la condition faite aux gens d'origine africaine. Le nègre n'est pas ou n'est plus seulement le noir. À l'époque du premier capitalisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à qui renverrait-il ? Aujourd'hui, le non-nègre renvoie effectivement à toute une portion de l'humanité qui, au regard de la logique d'exploitation capitaliste, est superflue. Le capitalisme n'en a pas besoin. Et donc, ce sont des laissés pour compte. Ils sont des laissés pour compte, des rebuts d'une humanité seconde. Est-ce qu'on n'en a vraiment pas besoin ? C'est ça aussi la question. Il y a quand même... C'est peut-être la question, mais disons, une très grande expérience, une grande partie de l'expérience actuelle montre que, du point de vue de la logique économique, on n'en a pas besoin. Ils encombrent en fait le paysage. On souhaiterait s'en débarrasser. On ne le peut pas pour une série de raisons, mais franchement, on n'en a pas besoin. Mathieu Potbonneville. Oui, je suis très impressionné par ce livre. Très impressionné par ce livre parce qu'il est rare de croiser des livres. Les livres ne sont pas si fréquents qui portent une telle ambition. Et qui inscrivent des problématiques contemporaines et des instruments d'analyse contemporains dans un tracé qui est en même temps un tracé, je crois, radicalement philosophique. Bon, je crois qu'il faut partir du titre, critique de la raison nègre. Je vous laisse le soin de le faire. Fait évidemment écho à la critique de la raison pure, et le jeu de cette substitution-là dit l'ambition du livre, c'est-à-dire que là où la critique de la raison pure voulait interroger les droits de la raison à s'exercer seule, le livre dit que la raison, ce qu'on appelle la raison, et tout ce qu'on appelle la raison, qui prend de multiples formes dans le livre, ne s'est exercé qu'à la condition de retrancher d'elle-même un autre qu'elle-même, qui est le nègre. Et le jeu de ce retranchement
et la violence de ce retour, parce qu'évidemment, lire Critique de la raison nègre dans le métro est un geste compliqué, parce que c'est aussi une insulte, parce qu'on se dit qu'est-ce que je suis en train de renvoyer à mes voisins de métro, par exemple. Donc le geste de ce retranchement et de ce retour est tout à fait impressionnant. Donc dire Critique de la raison nègre, il me semble que c'est dire aussi que face à cette figure du nègre, la raison va éclater. Et elle éclate dans le livre de plusieurs manières. D'abord parce qu'on s'en rend compte qu'il y en a de multiples, qu'il y a comme des strates de constitution de ce qu'on appelle la raison, et que ces strates sont toutes corrélatives d'une figure, ou d'un élément, ou d'une dimension du nègre. Il y a la raison aussi ancienne que les Grecs, et il y a Pline qui déjà fantasmait le nègre. Il y a la raison capitaliste, et le nègre comme esclave. Là, je trouve que vous dites très bien combien l'esclavage des nègres ne saurait être comparé aux autres formes d'esclavage, parce qu'il est précisément contemporain du capitalisme, parce qu'il est noué à la naissance du capitalisme. Ce qui veut dire aussi, ça ce serait ma première question, il va falloir différents instruments pour démonter la raison au regard du nègre. Et le livre mobilise deux instruments dont je trouve le montage est compliqué, qui sont d'un côté l'histoire, c'est-à-dire qu'on va retracer une longue histoire des figures du nègre, et de ce qui de notre société, de nos cultures tient à ces figures exclues. Bon. Et en même temps, le livre mobilise très fréquemment, très régulièrement la psychanalyse. La psychanalyse, où il est question de stade du miroir, il est question de secrets, petits ou grands, il est question de pulsions, ce qui fabrique un drôle de mélange. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites que le nègre est une figure historique, aussi variable, aussi fluide que l'histoire, et d'un autre côté, vous dites que cette figure va mobiliser des éléments qui sont très archaïques et peut-être intemporels. Alors comment est-ce que l'histoire et l'intemporel marchent ensemble ? Mais un petit peu comme dans l'histoire de la folie de Michel Foucault, où on avait d'un côté la folie historique, de l'autre la déraison aussi ancienne que la culture. Chez vous, le nègre cristallise de l'historique et de l'archaïque. Donc je voudrais vous demander comment tout ça fonctionne ensemble. Comment travailler cette articulation entre histoire et psychanalyse. Achille Mbembe. D'abord, je voudrais remercier Mathieu pour une présentation absolument brillante du livre. Une présentation, moi-même, il me serait difficile de faire mieux. La question de la cristallisation de l'historique et de l'archaïque se trouve effectivement au cœur de la démarche, de ma démarche dans ce livre. Je ne peux pas dire que j'ai cherché à résoudre cette tension. J'ai essayé de maintenir cette tension vivante dans le livre du début à la fin parce que je crois qu'elle est irrésolvable. Il y a des moments où cette tension, je la veux manifeste. C'est le cas du chapitre intitulé Requiem pour l'esclave, où effectivement j'essaye de mobiliser une certaine manière d'écriture littéraire pour dire cette irrésolution. Mais je pense que l'historique et l'archaïque doivent rester ouverts, précisément pour rendre compte des dynamiques relativement autonomes de l'un comme de l'autre. Je trouve que c'est une tension peut-être insoluble, mais très productive. Il y a une chose qui me frappe dans le livre, c'est que on pourrait se dire que le livre va être soit une histoire des représentations. Comment est-ce qu'on s'est figuré, imaginé les Noirs, les esclaves, l'Afrique. Il faudra revenir sur l'Afrique, qui est un nom très important dans le livre, une espèce de puits. Vous parlez d'un puits véritablement. Donc soit une histoire des représentations, ou alors on va voir une histoire factuelle. Et on l'a aussi. On a aussi une histoire de la traite, on a une histoire de la plantation, on a une histoire des mouvements de révolte, etc. Et en même temps,
le problème, c'est que si on est dans les représentations, on n'est pas dans le réel. Si on est dans les faits, on n'est que dans le réel. Donc comment on choisit? Et je trouve que vous trouvez, pour résoudre cette contradiction-là, un registre tout à fait singulier, qui est celui de ce que vous appelez la fantasmagorie, ou la fantaisie, ou l'imagination. C'est-à-dire que cet imaginaire, c'est évidemment, ça tient à des représentations, à du délire, mais ce délire, il est inscrit absolument à même le réel, il se déploie, il se développe dans l'histoire. J'aimerais beaucoup que vous reveniez sur cette histoire du nègre comme histoire d'une fantasmagorie, mais pas du tout d'une fantasmagorie dont on se débarrasserait par décret, finalement. Achille Mbembe. On ne peut pas justement s'en débarrasser par décret. J'ai l'impression que notre modernité ne serait pas du tout ce qu'elle est si elle parvenait à se débarrasser de cette figure. Elle fait partie intégrante de l'imaginaire même de la modernité et de son historicité. Le nègre est une fabrication. C'est une fabrication qui a été intériorisée dans la plupart des cas. Un auteur comme Fanon s'intéresse justement à ces mécanismes d'intériorisation de la fantaisie d'un autre. Et cette intériorisation provoque ce qu'il appelle des troubles mentaux, à la fois de la part de celui qui en est le fabricateur et de celui qui endosse la fiction ainsi créée à son sujet. La démarche de sortie de l'aliénation consistant dès lors à retrouver plus ou moins ce que pourrait être le soi originaire. Mais ce même soi originaire, dans la plupart des cas, n'existant que comme fiction, on voit très bien comment est-ce que, une fois de plus, on rentre dans un projet qui est par définition fuyant, qui par définition se situe toujours un peu comme en dehors de nous. Vous dites donc que le capitalisme cherche à effacer cette distinction entre le monde des humains et le monde des objets. Est-ce que, pour essayer de bien comprendre ce que vous dites... Plus que ça, même des non-humains, qui Absolument. incluent le monde animal. Est-ce que il faut comprendre que la figure du nègre, c'est quand l'homme est objectivé, pour essayer de faire simple? Pour Et après, j'aurai une question. Pour faire simple, oui. C'est quand l'homme est objectivé, mais c'est un peu plus compliqué que cela, parce que l'homme objectivé ne devient pas nécessairement objet. Il garde quelque part des aspects de l'humain qui sont inéradicables. Le langage, par exemple. Et donc, c'est cette lutte permanente entre l'objectivité, si vous voulez, et l'humanité. C'est à l'interface de ces deux tensions qu'apparaît le nègre. Alors c'est pour ça que ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que ça n'a pas aussi une dimension morale au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'elle nous concernerait tous, cette dénonciation que vous faites, enfin ce constat que vous faites, nous concernerait tous, y compris dans nos relations avec notre prochain. Tout à fait, c'est pour ça que je reviens à ce que suggérait Caroline, au début. Ça nous concerne tous. C'est la raison pour laquelle, au fond, la question de la race, bien que historiquement, dans le cas qui me préoccupe, ayant trait au devenir du noir en tant que tel, elle n'est pas une question de couleur de la peau. Elle est une question beaucoup plus profonde qui dépasse, disons, celle des couleurs, surtout en ce moment. Et en même temps, vous dites que la notion de race et la notion de nègre naissent ensemble. Tout à fait. C'est-à-dire que quand bien même la notion de race va s'étendre et se démultiplier et se transformer jusqu'aux biotechnologies, jusqu'au séquençage du génome, vous avez des pages remarquables sur le retour de la notion de race par la médecine et par la biologie aujourd'hui. Quand bien même la notion de race se diffuse, elle reste nouée à cette figure singulière du nègre. Elle reste nouée à cette figure singulière du nègre.
disons que cette figure lui sert de racine, de socle. Voilà pourquoi le nègre ressort d'un fantasme qui, par définition, est inépuisable. Achille Mbembe, j'aimerais que vous creusiez ce lien que vous faites entre la naissance du sujet de race et donc du nègre et l'histoire du capitalisme. Parce que vous dites quand même que le nègre a toujours été par excellence le nom de l'esclave, un homme métal, un homme marchandise, un homme monnaie, dites-vous. Est-ce que cela voudrait dire qu'il existerait un péché originel du colonialisme, pas du colonialisme, mais on va y venir justement, aussi peut-être du colonialisme, certainement même du colonialisme, mais du capitalisme? Disons que je voudrais pas parler en termes théologiques ou doctrinaux. Disons qu'il y a une pulsion originaire du capitalisme, une pulsion qui a trait au fait que le capitalisme se conçoit comme illimité. Il n'y a pas de limite. C'est le projet du capitalisme originairement, disons l'imaginaire fondamental à la base du capitalisme, c'est cette idée de l'illimité. Ça prend sa source où, cette idée? Alors, ça prend sa source où? Une très belle question. Je crois que ça prend sa source dans une figure, Mathieu y faisait référence, de la raison humaine, comme l'alpha et l'oméga de, disons, tous les processus historiques. La raison comme l'instance de maîtrise et de totalisation à la fois de l'histoire humaine et de l'histoire naturelle. L'idée que la raison représenterait une sorte de tribunal qui répartirait, qui opérerait la distribution entre ce qui est et ce qui n'est pas, instituerait toutes sortes de filiations. Je crois que ça tient sa source de l'idée finalement théologique d'une instance qui crée et qui par conséquent peut détruire. Je crois qu'il y a une dimension théologique du capitalisme à laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi. Et tout d'un coup, je fais le parallèle entre maîtrise, le terme que vous avez explicité, et puis maître, le maître de l'esclave. Il y a un rapport de se libérer de cette maîtrise, ce qui est en train, sinon qui est pour l'homme objectivante. Tout à fait. Il y a un désir de maîtrise totale dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser et qui explique, disons, un ensemble de catastrophes que l'humanité a causées à la fois à la nature, aux autres vivants et aux autres espèces. Dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser, c'est très important parce que ça introduit la troisième strate de votre livre Critique de la raison nègre, Achille Mbembe. Mathieu Podbonneville citait l'histoire, la psychanalyse comme étant vraiment des références de votre livre, mais il est quand même une autre strate qui est l'actualité, qui est la politique actuelle. Et vous dites par exemple que les schémas mentaux du colonialisme sont encore vifs, que les idées d'inégalité des races et de sélection ont encore cours, et vous donnez un exemple, qui est un exemple d'actualité pour le coup, vraiment, c'est la politique migratoire européenne. Oui, la politique migratoire européenne, on aurait pu élargir les exemples, la politique migratoire des États-Unis, voire la politique migratoire de l'Afrique du Sud. Je suis frappé quand même par le fait que au courant du dernier quart du XXe siècle et au début de ce siècle, nous assistons à ce que j'appellerais une rebalkanisation du monde. Nous sommes témoins de la poussée à peu près partout, et pas seulement en Europe, d'un immense désir d'apartheid qui habite disons, nos consciences, le fait que beaucoup de gens veulent vivre entre eux et que le rêve d'une communauté sans étrangers
semble être devenu un rêve largement partagé, et pas seulement en Europe. Et donc la politique migratoire est un peu la traduction en actes de ces rêves qui sont au fond des rêves archaïques. Vous dites désir d'apartheid, d'autres, et en particulier ici en France, et c'est un grand débat, d'autres disent revendication communautaire. Là où vous dites volonté de vivre ensemble, d'autres disent mais ça n'est pas une volonté de vivre ensemble pour rejeter les autres, c'est les autres qui ne veulent pas de nous parce que les autres veulent se replier sur leur propre communauté. Non, disons que faudrait étudier les choses cas par cas, mais cela m'étonnerait que beaucoup de ce que l'on appelle les immigrants ou les citoyens français d'origine extérieure aient pour rêve de se replier entre eux. L'histoire de la différence dans la modernité montre que la différence elle est le produit de deux logiques. La production de la différence, le pouvoir produit de la différence. Le capitalisme, lui aussi, une des choses que le capitalisme fait, c'est de produire de la différence, mais de traduire la différence en marchandise pour pouvoir la vendre. Mais le pouvoir produit de la différence et condamne ceux qui ont été assignés à la différence à une différence supérieure. Il additionne des différences. Et ce que cela fait, c'est que les gens qui ont été assignés à la différence ont besoin de cette différence pour se mobiliser dans le but de revendiquer une place dans au sein le des commun. autres. C'est ça. Donc la différence est un moment dialectique d'un processus de réclamation plus large. Elle n'est jamais une fin en soi. C'est du moins, disons, l'enseignement que je retire de l'examen des cas historiques rattachés aux gens d'origine africaine. Qu'on lise Césaire, Senghor et les autres, Fanon y compris, Fanon d'ailleurs, il n'est pas pour la différence, mais Césaire et Senghor, la différence est un moment dialectique d'une revendication plus large. Césaire et Senghor et Fanon, Achille Mbembe, mais d'aucuns vous diraient, aujourd'hui, le monde n'est plus celui de Césaire, de Fanon et de Senghor. Et aujourd'hui, les revendications, alors qu'elles étaient universalistes il y a 30 ou 40 ans, elles ne le sont plus. Je me fais nécessairement et volontairement l'avocat du diable, vous comprenez bien pourquoi. Je sais, Caroline, vous faites l'avocat du diable. La réclamation est celle de la reconnaissance. Les gens veulent être reconnus. Les gens veulent être dans la critique d'origine africaine, diasporique comme continentale. L'évocation de la différence est toujours le langage d'une réclamation plus large. Nous voulons être un homme comme les autres. La différence renvoie au désir d'être comme les autres. Elle renvoie assez rarement à un désir de séparation ou de sécession. Mathieu Pot-Bonneville. Je voudrais revenir sur des termes que vous avez employés, Caroline, pour poser le même problème mais autrement. Vous avez dit aujourd'hui on n'est plus dans le monde de Césaire. Tout à l'heure vous disiez que le livre est aussi un livre actuel. Moi, je trouve que l'une des grandes forces du livre, c'est ce que vous allez dire, de perturber l'intemporalité de ce livre. De perturber la question du temps. Il y a perturber la notion que nous pouvons avoir de ce qui est actuel, de ce qui est aujourd'hui, etc. Vous êtes reconnu comme l'une des grandes figures des études postcoloniales, mais quand on emploie aujourd'hui ce terme, on s'arrête assez peu sur la notion de post. Qu'est-ce que ça veut dire post? Qu'est-ce que ça veut dire après? Et je trouve que le livre multiplie, de ce point de vue-là, les mises en question du temps, montrent que l'esclavage, le nègre, l'Afrique perturbent le rapport de l'avant à l'après. Je vous cite, la violence coloniale s'attaque au temps, où vous parlez aussi de paradigme fantomatique
pour parler d'esclavage. Esclave comme fantôme, comme trace, comme monument, comme fantôme, donc comme ce qui revient et comme ce qui perturbe finalement l'idée qu'il y aurait un avant, ce serait le colonialisme, et puis un après, ce serait le post-colonialisme. Moi, je trouve cette interrogation portée, se faire porter sur notre intuition du temps tout à fait frappant. Achille Mbembe. Tout à fait. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Lorsqu'on relit un texte comme celui de Amos Tutuola, qui existe d'ailleurs en français, un auteur nigérian qui a écrit dans les années 50, on se rend très bien compte du fait que la conception que nous avons du temps, le passé, le présent, le futur, cette conception assez linéaire du temps, elle n'est pas vraiment celle qui est généralement vécue par les acteurs. Elle n'est pas la seule conception du temps possible. Et que, au fond, ce qu'il nous faut penser, c'est la concaténation des temps. Le fait que le sujet puisse vivre dans plusieurs régimes du temps simultanément. Cette concaténation du temps et cette simultanéité complique très singulièrement, disons, l'idée que nous nous faisons à la fois du sujet humain et des conditions de son... Comment ça peut se passer concrètement, cette vie dans plusieurs temps? Ça peut se passer de la façon suivante. Je suis là avec vous. Nous sommes là en ce moment, je crois qu'il est un peu plus d'une heure. 13h21. 13h. Mais en même temps, le moi qui est devant vous est un moi qui participe de choses que j'ai reçues en mémoire à travers ma socialisation. Je n'en étais pas témoin, mais c'est des choses que je peux vivre comme acteur. Je recueille à la fois comme héritage, mais héritage qui me projette dans le présent. Donc c'est au niveau des significations, mais aussi au niveau de la praxis. Je crois que nous gagnons à disons, concevoir le sujet de manière complexe si nous partons de la présupposition qu'il y a des temps enchevêtrés, enchâssés les uns dans les autres. Mathieu. Et là, il y a un enjeu politique qui est majeur, je trouve. Enfin, quand on se souvient qu'un président de la République française a pu dire que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire, qui était d'avant le temps, ou quand on entend très régulièrement des responsables politiques dire qu'au fond, les sociétés africaines devraient laisser tout ça derrière elles, enfin, passer à autre chose. Pourquoi, après tout, revenir sans cesse? Cette question à la fois de la temporalité et du retour sont des enjeux politiques majeurs. Oh, tout à fait. Oui. Achille Mbembe, à propos de ces enjeux politiques et d'ailleurs de la différence, vers la fin de votre livre, vous imaginez les conditions de possibilité d'une politique du semblable. Et vous dites restitution, réparation et justice sont les conditions de la montée collective en humanité. Alors, on a peu de temps pour aborder cette question de la restitution, de la réparation et de la justice. Ça tombe juste à un moment où le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, organise une journée, la journée internationale pour les réparations liées à la colonisation. Il le lance le 12 octobre, justement, précisément. Et vous dites, en même temps, il faut faire attention parce que d'un côté, il faut sortir de tout statut victimaire. Et de l'autre, il faut rompre avec la bonne conscience et le déni de responsabilité. Il faut donc trouver une voie médiane, une troisième voie. Et ça, le chantier est très vaste. Il est très vaste. Mais la question de la justice universelle, cette question, elle est avec nous. Et je ne veux pas prétendre qu'elle a une solution. Il y a une solution facile à ces questions avec lesquelles il faudra apprendre à vivre. De toute façon, presque pour autant que l'humanité existe. Ce ne sont pas des questions qui vont être réglées. Il faut garder ces questions à l'esprit comme à la fois horizon vers lequel nous nous dirigeons, mais aussi comme ce qui continue d'interroger notre présent et nous oblige à créer quelque chose qui soit différent de l'existant. Et vous avez une très belle phrase en conclusion, puisque vous dites il n'y a qu'un seul monde, et qu'en s'opposant au monde des non-humains,
l'humanité s'oppose à elle-même. Un grand merci à vous, Achille Mbembe, d'être venu à la Grande Table nous parler de Critique de la raison nègre, un livre paru aux éditions La Découverte. Juste un mot pour vous dire que le 15 octobre, Achille Mbembe, vous serez au Grand T, à la scène nationale de Nantes.